La petite commune d'Aulnay, dont le nom dérive sans doute de l'orme, compte actuellement environ 150 habitants. Au XVIIe siècle, elle comprenait aussi la commune du Brugeron et comptait alors plus de 2000 âmes. Située à 650 mètres d'altitude, Aulnay jouit d'un site exceptionnel. Du parvis en terrasse de l'église, orienté à l'ouest, on découvre une vue superbe sur la chaîne des Puys, le massif du Sancy et le Livradois. Ce village était autrefois une étape entre les bois du Forez et l'Adore. Au début du XIXe siècle, on comptait plus de 1000 habitants. Il y régnait une intense activité. En déambulant dans ce bourg de caractère, on découvre de belles fontaines et de grandes maisons anciennes qui abritaient des notables, divers commerces et ateliers d'artisans, sabotiers, menuisiers, maréchaux ferrants. Aulnay comptait alors 7 auberges. À partir de l'an 2000, la municipalité, soutenue par le département, a fait restaurer la toiture de l'église qui menaçait ruine. Créée en juillet 2009, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine d'Aulnay s'est investie dans la poursuite des travaux de restauration de l'église et la préservation du patrimoine de la commune. Elle contribue ainsi à la vie culturelle du bourg. Pour mener à bien cette tâche, l'association a organisé des manifestations culturelles, telles que ce concert donné par le Quatuor Volute le 30 juillet 2011. Au violon, Hélène Friberg et Raphaël Chenot, tous deux professeurs au Conservatoire de Clermont. À l'alto, Cédric Olveg. Au violoncelle, Cathy Antoine Constantin.
Cédric et Cathy sont membres de l'Orchestre régional d'Auvergne. Après l'édification de l'église de la Chabasse, au XVe siècle, les moines de la Chaise-Dieu édifièrent celle d'Aulnay dans le style gothique du Livradois. Au XVIIe siècle, devenue trop petite, elle fut agrandie par l'adjonction de 4 chapelles réparties de chaque côté de la nef. Le clocher, démoli à la Révolution, fut rebâti dans la première moitié du XIXe siècle. Les murs et les voûtes sont enduits et revêtus d'un décor peint. Une première campagne de peinture, réalisée au XVIIe siècle, est visible sous les enduits postérieurs. Dès 1901, à la demande du curé d'Aulnay, l'abbé Léon Boudal, curé de Murol et fondateur de l'école de peinture du même nom, entreprit de revêtir les parois intérieures de l'église d'un décor complet. Et il réalisa 4 peintures murales géantes: la crucifixion, un personnage biblique, le serment sur la montagne et la Seine. Francisque Moulette, plâtrier peintre, mais également artiste peintre, réalisa la 5e, les Évangélistes. Il s'agit de grandes scènes religieuses et de décors géométriques, cordons et frises soulignant les arcs ou motifs répétés sur toute la surface des murs. Le mauvais état de la toiture a généré durant plusieurs années une importante humidité à l'intérieur de l'église, nuisant à la conservation des peintures. L'association, soutenue par la mairie et le conseil départemental, a pris en charge la restauration des peintures et du mobilier. Jean-Christophe de Clercq travaille à la restauration de la peinture de Moulette. La suite des restaurations fut assurée par Christian Dodon, professionnel formé à l'école Olivier de Serres, puis aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Manifestations que nous faisons, c'est-à-dire les concerts, où il y a eu des conférences, il y a eu plusieurs festivités, et les bénéfices nous permettent d'avancer. Dans la sacristie sont conservés des éléments mobiliers classés: un tableau représentant la Sainte Famille, un ciboire et 2 calices, et 8 statues du XVe et XVIe siècle. Une Vierge à l'Enfant, les jumeaux qui guérissent, Saint Côme, patron des chirurgiens, Saint Damien, patron des pharmaciens, Saint Roch et son chien, Saint François-Régis, patron des dentelières, Saint Antoine, Saint Jean-Baptiste et une très belle Pietà. Le narthex que l'on découvre en pénétrant dans l'église soutient la tour du clocher. Il abrite les fonts baptismaux, meubles en chêne et châtaignier, pentagonal à 3 vantaux ouvrants. 2 blasons peints sont représentés,
celui du pape Léon XIII et celui de l'évêque de Clermont, Pierre-Marie Belmont. Sur le mur diaphragme de la nef figure une peinture murale de Léon Boudal, la Crucifixion, ainsi que les statues en bois peint classées de Saint-Côme et Saint-Damien. Quatre piliers supportent des statues. Saint-Antoine de Padoue, Saint-Louis de Gonzague, Jésus sur la croix et Notre-Dame du Sacré-Cœur. Sur la chaire du XIXe siècle, en chêne, les sculptures représentent les évangélistes. Saint Jean et l'Aigle, Saint Marc et le Lion, Saint Luc et le Taureau, Saint Matthieu et l'Ange. Les deux vitraux qui ornent le chœur ont été réalisés par un verrier lyonnais. À gauche, la décollation de Saint Jean-Baptiste, à droite, Saint Côme et Saint Damien. Sur le retable, la décollation de Saint Jean-Baptiste. Les stalles, en chêne du XVIIe siècle, ont été restaurées par Gérard Albeza.
Le décor est formé de 5 grandes scènes murales géantes. À l'entrée de la nef, la crucifixion a été peinte en 1903. On peut remarquer l'absence des 2 larrons et la très grande expressivité des personnages au pied de la croix, en particulier Marie-Madeleine éplorée. À droite, en entrant dans l'église, la seule peinture réalisée par Moulette. De facture plus modeste que les autres, elle représente un évangéliste et a été restaurée par Jean-Christophe de Clercq. À gauche, une très grande scène signée Boudal représente un personnage biblique dont l'identité n'est pas certaine. Les murs diaphragmes des chapelles du chœur sont ornés de grandes scènes peintes très analogues à celles de l'église de Murol. On peut admirer la maîtrise de la composition, la couleur, la lumière et la grande expressivité des personnages. À droite, la scène, peinte en 1902, est restaurée en 2011. À gauche, le Sermon sur la montagne, peint en 1902, restauré en 2012 par Christian Dodon, ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Clermont. Allez, on va commencer. Le peuple l'attend. Construite par les moines de la Chais-Dieu, après avoir construit l'église de la Chabasse, ils ont construit l'église d'Aulnay. Mais vous connaissez la Chabasse, oui. Mais la différence, c'est qu'elle est beaucoup plus large. D'ailleurs, c'est une des plus larges de la... Oui, elle est très grande, effectivement. Oui, parce que la commune... Pas la commune, la paroisse était assez importante. Au XVIIe siècle, comme la paroisse, il y avait beaucoup de pratiquants et il a fallu agrandir. Alors, ils ont agrandi, parce que l'origine de l'église, la nef, le chœur, et ces 2 chapelles, d'ailleurs, vous voyez, qui ne sont pas voûtées. Et après, au XVIIe, ils ont fait il y avait plusieurs familles bourgeoises, oui. Dont les enfants étaient souvent mariés avec des nobles. Qui ont voulu se faire des chapelles pour faire leur caveau. Parce qu'en fait, en 1902-1903, toute l'église a été repeinte, en fait. Oui, elle a été replâtrée. Elle a été entièrement repeinte, replâtrée, enfin. Donc les décors qu'on voit, c'est vraiment Boudal. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Sur Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus, il y a une légende. Alors, c'est le seigneur de la faille qui l'avait offert. Tant que le château a été habité, la statue remontait à la faille. Et sur un rocher où elle se reposait, il y avait encore l'empreinte de son pied. Et le rocher a été dynamité quand ils ont fait élargir le chemin. Il n'a pas été dynamité. Ça a été supprimé. Il n'a pas été dynamité, je m'en souviens très bien. J'étais ici, moi, à l'époque. C'est, comment il s'appelait, qui habitait à la Chambade, qui travaillait à Giroud. Il fallait faire à l'époque ce qu'on appelait les prestations. Oui. Et en faisant les prestations, il a cassé ce matin-là, ils sont détruits. Et il y avait une bonne femme de la Chambade qui l'a vu, qui a vu, doit passer la pierre de la Vierge. Il a cassé pour... Il pourrait élargir le chemin. Ça va porter malheur, Il a fini. Un mois après, il travaille à Giroud, un mois après, il reçoit une botte de paille de 100 kilos sur la tête. Bang. Voilà, je l'avais bien dit. Alors, ce Porsche-là, le Porsche-là, il était autrefois en haut. Et quand en haut les Girons ont fait agrandir, ils ont fait un Porsche
avec un portail. Un portail, voilà. Oui, un portail. Ils ont placé ce porche ici pour pas le démolir. Oui, parce qu'on voit bien qu'il est effectivement récent, mais il est magnifique. Il est 1676, je crois. C'est marqué, je crois, hein, oui. Et là, voilà la vieille maison, c'est là. Il y a une grande pièce avec une cheminée du 17e, là, magnifique, avec plusieurs fours à pâtisserie, un grand four qui a été supprimé, mais il y a encore tout c'est magnifique. Je sais pas, c'est bien beau, ça va dire de quoi il s'agit, mais il me semble qu'on va parler de quelque chose. Et donc c'est une branche de noyer. Donc que vous voyez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est naturel. Donc je conserve un peu partout une partie naturelle, comme les bras. Donc ce sont des branches. Donc ceci, ça serait à l'envers. Donc celui-là, pour moi, ça évoque le concombre. C'est une racine donc, de chêne donc, que j'ai affûté un petit peu. Je fais un petit trou pour faire un œil. Et puis voilà, la forme m'a plu. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup la nature. De Maroc. D'accord. Le nord de Maroc. Ouais, et j'ai fait les études de Beaux-Arts, d'École des Beaux-Arts nationales au Tétouan. Et après, j'ai terminé mes études universitaires en Espagne, au Grenade. D'accord. Et là, je vais vivre entre la France, l'Espagne et le Maroc, entre les trois. Et mon thème de la peinture, c'est le Méditerranée. C'est les couleurs chaudes, c'est la lumière, on dirait la joie, mais quand même, c'est des paysages aussi, des paysages du sud de l'Espagne. C'est la peinture à l'huile, ouais, justement. Oui, et donc vous arrivez à vivre de votre art? Oui, quand même, c'est difficile. Oui, au Maroc, c'est bien. Et au Maroc, vous êtes connu? Oui, oui. Oh, d'accord. Mon nom, je m'appelle Geneviève Panlou et je suis venue m'installer après 20 ans de vie sur Paris, où j'ai travaillé dans la bande dessinée et dans le dessin animé. Je suis venue m'installer dans le Puy-de-Dôme, à Caillac, en 2007. Mon plaisir, c'est de peindre les arbres, les sous-bois, les forêts, où je vais rencontrer des émotions. J'ai aussi des fois envie d'exprimer des sensations comme la colère, la peur. Voilà, c'est une promenade dans une forêt dans laquelle il se passe des choses. Et mon plaisir, c'est que les gens qui le regardent puissent rentrer dedans et se faire une histoire aussi à eux. Bon, alors peindre à Aulnay a été créé en 1992 lorsque l'école publique a fermé ses portes. Donc Henri Aujar, qui était postier à l'époque, a demandé au maire, monsieur Darro, André Darro, s'il pouvait utiliser les salles de classe comme atelier de peinture. Et nous avions aussi Paul Ganaccian, artiste d'Aulnay, qui a bien voulu participer à cette création. Donc voilà, Peindre à Aulnay était né. Et il y avait des enfants, il y avait les parents, il y avait, et depuis 18 ans, Peindre à Aulnay fonctionne tous les ans avec une exposition annuelle et tous les mercredis, nous nous réunissons dans l'atelier de peinture. La création du groupe de peinture, c'est très simple. Cette salle que vous voyez aujourd'hui, c'était une école. C'était l'école d'Aulnay, il y avait 2 classes à Aulnay et moi j'étais postier à côté de la poste, j'étais receveur à l'époque dans la poste. Cette école s'est trouvée fermée une année. Dans la commune, il y avait 2 peintres, dont un peintre assez renommé belge, Roger Sommeville, qui a une résidence secondaire, et il y avait Paul Ganaccian, un autre peintre, qui habitait sur la commune et qui venait me voir souvent à la poste pour ses expéditions. Donc j'ai demandé à Paul si on ne pouvait pas remplacer cette école qui fermait par une école de peinture. Et ça a été le déclic. La municipalité contactée a donné son feu vert.
Et ces salles de classe se sont transformées en salles de peinture. Les manifestations organisées par l'association Sauvegarde du patrimoine d'Aulnay permettent de réaliser l'ensemble des restaurations nécessaires. Donc, ainsi que nous l'avez expliqué, lorsque nous sommes arrivés cet après-midi, Madame Elisabeth nous avait expliqué que ces fresques ont été peintes par-dessus d'autres, qui étaient elles-mêmes peintes par-dessus d'autres, et que c'était donc le travail des siècles. Donc c'est pourquoi notre concert, c'est sur le thème de siècle en siècle. Donc nous allons nous promener dans la musique pour quatuor à cordes, en commençant par le tout début du 19e siècle et en finissant par l'époque actuelle. Donc nous commençons notre concert par un mouvement du quatuor Rosamonde de Franz Schubert. Un instrument soliste et un orchestre, c'est ce qu'on a appelé le concerto. C'est-à-dire dans le concerto, il y a un dialogue permanent entre l'instrument soliste, l'orchestre, tantôt l'un joue seul, tantôt l'orchestre joue seul. Enfin, c'est une œuvre en 3 mouvements, en 3 parties.